Agipi. Épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. Agipi propose des solutions qui répondent aux besoins essentiels de la vie. Protection de la famille, de l'activité professionnelle, du patrimoine, des emprunts et préparation de la retraite. Aujourd'hui, Agipi est une association qui regroupe près de 700 000 assurés, engagés et responsables. Agipi a le plaisir de vous présenter Tout sur votre argent. Bonjour, je suis Jean-Philippe Dubosc et je suis ravi de vous retrouver pour ce deuxième épisode du hors-série spécial Finance Responsable de Tout sur votre argent, le podcast qui s'intéresse à l'épargne des Français. Dans le premier épisode, nous avons parlé des critères extra-financiers qui permettent d'évaluer la performance environnementale, sociale et de gouvernance des entreprises. Les fameux critères ESG. Maintenant, nous allons aller plus loin et essayer de comprendre les différences entre ESG, ISR, finance solidaire, finance à impact ou encore SFDR. Pour s'y retrouver dans tous ces sigles et concepts, j'ai sollicité Pascale Bossan, dirigeante de Bossan Conseil, un cabinet en gestion de patrimoine, par ailleurs présidente du collectif 1% pour la planète France et autrice du livre Agir pour le climat avec son épargne. Bonjour Pascale Bossan. Bonjour. Pascale, pourquoi la finance responsable est-elle peuplée d'autant de sigles et d'acronymes ? J'aimerais bien pouvoir vous répondre facilement. En fait, c'est vrai qu'on a une grande complexité d'acronymes, d'initiales qui ne sont malheureusement pas explicites pour le grand public. Et donc, toute pédagogie me semble extrêmement utile pour justement essayer de décrypter, de comprendre, en tout cas de mieux faire comprendre qu'est-ce que la finance responsable. Eh ben ça tombe bien, c'est justement toute l'ambition de Tout sur votre argent. Alors le premier épisode de ce hors-série spécial finance responsable a été consacré à l'ESG. Pourriez-vous rapidement nous rappeler ce que veut dire ce sigle ? Oui, alors E, S et G, ça signifie environnement, social et gouvernance. Ça veut dire qu'on ne va pas s'intéresser uniquement à des critères de performance financière, mais on va rajouter finalement ces critères-là, donc E, S et G, environnement, social et gouvernance, et ça va permettre de s'intéresser justement à d'autres critères que les critères financiers pour rechercher un impact sociétal. Quelle est la différence entre l'ESG et l'ISR ? Alors l'ESG, on vient d'en parler, c'est donc la définition de ce qui n'est pas uniquement financier, donc environnement, social et gouvernance. Et l'ISR, eh bien, c'est toute la catégorie des investissements socialement responsables possibles, accessibles et éligibles au grand public. Donc on a une grande catégorie d'investissements ISR qui sont possibles et accessibles par le grand public. On peut commencer par l'épargne salariale, qui a été le premier canal qui a permis l'accessibilité aux produits d'investissement responsables. Mais on a aujourd'hui toute la panoplie des produits financiers classiques qui sont éligibles dans toutes les grandes catégories. Donc on a l'assurance vie, on va avoir l'épargne retraite, on va avoir le PEA, le compte titre. Donc c'est intéressant d'avoir en tête que l'investissement responsable est accessible partout. Et ce qu'on peut rajouter également, c'est que l'investissement responsable présente des minimums d'investissement extrêmement faibles. Donc c'est vraiment accessible au plus grand nombre et vraiment destiné au grand public. Il n'y a pas besoin d'être riche pour épargner de manière vertueuse. C'est tout à fait ça. D'accord. Qu'est-ce que la finance solidaire ? Alors, la finance solidaire, en fait, place les enjeux sociaux avant la rentabilité. L'outil principal de la finance solidaire, en fait, c'est l'épargne de partage. Donc, concrètement, on va avoir un épargnant qui va accepter de se couper d'une partie de sa performance. Donc, il va accepter de gagner moins, d'avoir moins de rendement, moins de performance. Et en contrepartie, ce rendement et cette performance, eh bien, elle va aller à des ONG, à des associations. Et donc, dans la finance solidaire, finalement, on accepte de gagner moins pour un impact terrain associatif. Donc il y a des livrets d'épargne, il y a des contrats d'assurance vie, il y a toute une série de placements. Au moment de leur souscription, on décide avec le conseiller financier si tout ou partie des gains sera versé à une association et on choisit l'association ? C'est exactement ça. Il y a plusieurs catégories d'associations qui existent, plutôt des associations sociales ou plutôt des associations environnementales, mais il y en a vraiment pour tous les goûts, il y en a pour tous les épargnants. D'accord, donc c'est considéré comme un don et il y a un avantage fiscal. Exactement, l'avantage fiscal étant de 66% de la somme reversée. Alors, on parle aussi de finance à impact. En quoi cela consiste-t-il ? En fait, on n'a pas de définition officielle de la finance à impact. Ça viendra peut-être, aujourd'hui, on n'en a pas. La finance à impact, en fait, elle était au début destinée aux entreprises non cotées. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que l'impact, c'est avant tout une recherche de transparence et de mesurabilité. C'est-à-dire, concrètement, on veut pouvoir chiffrer. C'est-à-dire, j'investis tant dans telle entreprise.
au final, qu'est-ce que ça va impliquer comme résultat concret? C'est-à-dire combien de tonnes de plastique économisées, par exemple, combien de tonnes de CO2 économisées, combien d'emplois créés, etc. Et donc ce chiffrage, donc cette transparence, il n'est pas facile évidemment à aboutir, mais la finance y travaille. En tout cas, il y a une forte attente de la part des épargnants que je comprends tout à fait pour finalement avoir un peu plus de transparence et de mesure de l'impact de l'épargne. Alors Pascal, il y a un nouveau sigle qui est apparu récemment dans l'univers de la finance responsable, SFDR. Que signifie-t-il ? En fait, cet acronyme représente un règlement européen qui vise à rendre plus transparents les profils de durabilité des produits financiers. Concrètement, en fait, les produits financiers sont désormais classés en 3 catégories selon le numéro de l'article du règlement. Ce qu'on peut retenir, c'est que plus l'article est élevé, finalement, plus l'engagement en termes de durabilité est élevé. On commence par les produits qui sont dénommés article 6. Ces produits-là, en fait, c'est clair, ils n'ont aucun objectif d'investissement durable. Ensuite, il n'y a pas d'article 7, on passe directement à l'article 8. L'article 8, eh bien, on a pour objectif d'intégrer des caractéristiques sociales ou environnementales dans la conception des produits financiers. L'article 9, c'est donc l'article le plus engagé. C'est là où on va retrouver les produits financiers les plus ambitieux en termes de durabilité. Donc concrètement, lorsque on a envie d'épargner responsable, eh bien, il ne faut pas hésiter à demander à son conseiller financier des produits article 9. D'accord. Alors justement, on parle là des conseillers financiers. Les conseillers financiers vont devoir bientôt poser à leurs clients des questions relatives à la fameuse durabilité dont on a parlé, avant qu'ils ne souscrivent un placement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement comment ça va se passer ? Oui, je trouve que ce serait intéressant parce que on va enfin tendre une perche à l'épargnant avec qui on n'abordait pas forcément beaucoup ces sujets-là jusqu'à présent. Donc concrètement, on va poser des questions aux épargnants. Alors, premier type de question, est-ce que, monsieur l'épargnant, ça vous intéresse d'avoir des produits durables, oui ou non? On a le droit de répondre non. Si c'est oui, eh bien finalement, où est-ce que vous placez le curseur ? Quel est le pourcentage d'investissement responsable que vous aimeriez avoir dans votre portefeuille? Et puis, troisième question, quelles sont les thématiques qui vous intéressent? Est-ce que ça va être des thématiques relatives, par exemple, à la transition environnementale? Est-ce que ça va être la création d'emplois, l'égalité hommes-femmes, etc., etc. Un épargnant, par exemple, qui va exprimer finalement, moi, je ne souhaite pas avoir d'énergie fossile dans mon portefeuille, eh bien, ce qui va être intéressant, c'est quelle va être l'offre ensuite que le conseiller financier va pouvoir mettre en face de ses attentes pour pouvoir proposer des solutions financières en adéquation avec les attentes des épargnants. Et on précise bien que ces questionnaires sont une obligation légale, c'est-à-dire que le conseiller financier n'aura pas le choix, ça sera effectivement sûrement à partir de début 2023, le conseiller, qu'il le veuille ou pas, devra poser ces questions. Absolument. Et ça, c'est une vraie nouveauté qui va s'appliquer à tout le monde, c'est-à-dire aux banques, aux courtiers en assurance, aux conseillers indépendants. Tous les conseillers financiers vont devoir poser ces questions aux épargnants qui vont pouvoir prendre la perche qu'on leur tend et en profiter pour exprimer toutes leurs attentes. Alors Pascal, pour conclure, la finance responsable va-t-elle, à votre avis, se généraliser au point de devenir dominante ? Le chemin va être encore long. On parlait des articles 9, donc ils sont les fonds les plus ambitieux en termes de durabilité. Ils ne représentent que 1% des fonds aujourd'hui. Donc il y a encore un long chemin à faire. Après, je pense qu'il faut toujours voir le verre à moitié plein. Il y a quand même beaucoup de solutions financières qui n'existaient pas il y a 2-3 ans. Il y a par exemple des fonds qui sont adhérents du 1% pour la planète. Je trouve que c'est une cohérence aussi en termes d'investissement. Donc on a des solutions qui sont tout à fait intéressantes. Mais enfin, on est quand même loin de l'aspect dominant. Merci Pascal pour toutes ces informations. Avec plaisir. Nous arrivons à la fin de ce 2e épisode de Tout sur votre argent spécial finance responsable. Pour ne louper aucun épisode, je vous conseille de vous abonner. Profitez-en, c'est gratuit. Coproduit par Europe 1 et Tout sur mes finances, Tout sur votre argent est disponible sur europe1.fr, toutsurmesfinances.com et sur les grandes plateformes de streaming. Vous pouvez poser vos questions aux commentaires à l'adresse suivante, contact@toutsurvotreargent.com. Je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro de Tout sur votre argent, le podcast qui parle cash. C'était Tout sur votre argent avec AJP. AJP est une association qui regroupe près de 700 000 assurés, engagés et responsables. Épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance et santé, AJP propose des solutions qui répondent aux besoins essentiels de la vie. Protection de la famille, de l'activité professionnelle, du patrimoine, des emprunts et préparation de la retraite. AJP. Retrouvez notre actualité sur ajp.com.